Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bah oui, ça va bien, c'est la fin de semaine, nous sommes vendredi, dans quelques heures c'est le week-end, vous allez pouvoir profiter sûrement en famille, puis vous êtes heureux, vous êtes devant votre poste, devant Champagne-Ardenne Matin, une émission, vous le savez, qui vous concerne régulièrement. Nous sommes en direct, comme tous les matins, pendant 25 minutes, et puis comme tous les matins, vous allez pouvoir évidemment nous envoyer vos témoignages et vos questions par SMS. Alors aujourd'hui, nous avons choisi comme thème de vous parler du changement de vie. Et oui, changement de métier. Qui n'a jamais rêvé un jour de changer de vie? C'est le cas justement de cet ancien instituteur qui est devenu prêtre. On le découvrira dans ce reportage tout à l'heure. Alors, changer de vie, ça arrive de plus en plus. Malheureusement, après un licenciement, certaines personnes décrochent, décident justement de se diriger vers une formation et de changer carrément de vie en créant, pourquoi pas, son entreprise. D'autres préfèrent changer de métier après un ras-le-bol de la routine. Alors, c'est justement le plus difficile, c'est vraiment d'oser par peur de l'échec. On va en parler avec mes invités qui sont sur ce plateau. Aujourd'hui, Denis Spitz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef cuisinier à domicile, mais avant justement, vous travaillez dans le transport. Alors vous allez nous expliquer votre parcours et puis pourquoi avoir décidé comme ça de changer radicalement de voie. Comment avez-vous réussi justement à oser franchir le pas, à prendre des risques? Ça a été compliqué à un moment? Oui, ça l'a été un petit moment, pas trop longtemps, parce qu'il y a une notion de plaisir dans le travail que j'ai recherché et dont je voyais l'issue, en fait. C'était une passion. Qui m'a aidé, voilà. C'est une passion. Jean Lefebvre, bonjour. Alors vous êtes coach de vie. Vous conseillez justement vos clients. Vous allez nous expliquer que de plus en plus de personnes actuellement décident de changer de voie par peur de l'avenir. Vous nous expliquerez aussi comment vous préparez justement ce changement, cette prise de risque, et puis comment vous arrivez à les dissuader d'un projet peut-être un peu farfelu. Ça arrive ? Dissuader, on ne les dissuade pas, on ne les dirige pas, c'est pas le but, c'est toute la relation en fait entre le client et le coach. En revanche, c'est tout un travail de clarification et ça c'est hyper important de bien mettre les choses au point tout de suite. On clarifie et on travaille sur les enjeux avec le client. Bon, on en parlera tout au long de cette émission. Merci à vous deux en tous les cas d'avoir accepté mon invitation. Si vous désirez nous envoyer vos témoignages ou poser des questions sur le thème du changement de vie, vous pouvez le faire dès maintenant par SMS à CA suivi de votre question. On répondra évidemment à vos questions tout au long de cette émission. Alors, changer de vie, je le disais, c'est une prise de risque pour certains, mais souvent, très souvent, c'est une vocation. Alors, c'est le cas de Jean-Luc Depève, un Belge exilé en France qui, pendant des années, a enseigné dans son pays natal. Il était instituteur avant de changer, mais alors complètement de vie, après un voyage, un déclic. Aujourd'hui, il est installé à Arcis-sur-Aube dans une toute autre activité. Reportage Pierre-Guillaume Créniou, Claudine Crène et Hervé Calmont. Oui, bonjour Joseph, ça va? J'irai chez eux, je leur dirai. Son accent laisse facilement deviner ses origines, belge. Pour sa profession actuelle, à vue de nez, c'est plus compliqué. Allez, un indice, toute sa vie, Jean-Luc a eu un sacerdoce, transmettre. Cette fibre-là, je ne sais pas comment l'expliquer. Et je voulais me destiner soit à être instituteur ou professeur de mathématiques. Alors pendant plus de 10 ans, il enseigne dans une école publique belge. Son temps se partage entre l'enseignement, le théâtre et le catéchisme. Mais un voyage en Italie va définitivement changer sa vie. À Assise, j'étais parti avec un groupe et puis on s'est retrouvés dans des lieux particuliers de la vie de Saint-François. Et là, il y a eu un rassemblement. Il y avait un rassemblement de franciscains venant d'Amérique latine. J'étais une trentaine, je pense. Et de les voir ensemble se retrouver, s'amuser, rigoler et puis être heureux d'être là, ça m'a fait... J'ai dit, ceux-là, ils sont pas mal, ils ont l'air vraiment... Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu un déclic. À 33 ans, il quitte l'école pour y retourner, mais en tant qu'élève, au séminaire. Prêtre à 37 ans, il officie d'abord en Belgique avant de s'installer à Arcis-sur-Aube il y a 5 ans, par amitié pour l'évêque de Troyes. Car dans ses périples avec les scouts d'Europe, il multiplie les rencontres. Et dans la commune de la Plaine-aux-Boises, notre voyageur belge étonne, son parcours surprend, son dynamisme séduit les paroissiens. Quand il revient chez nous, il a toujours... Ses sermons sont toujours pleins d'allusions, de petites histoires vraies qu'il a vécues là-bas et qui nous obligent, nous, à nous sortir un peu de notre Champagne natale et de voir autre chose que ce qui se passe autour de Troyes et d'Arcis. Quand on est enseignant, c'est qu'on a quand même contact avec l'humain, on aime l'humain et ce qui intéresse l'humain. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est suivi.
d'ouverture d'esprit comme il en a une, forcément, on est obligé de travailler ensemble. C'est formidable, quoi. Voilà. Et c'est ce que on avait rarement vu ça jusqu'à maintenant à Arcy. Avant les confessions, Jean-Luc a dû faire des concessions pour être abbé, arrêter d'enseigner et le célibat. Quand on a célébré 1 ou 2 mariages dans la journée, qu'on a évoqué l'amour, la tendresse, l'engagement, et puis qu'on rentre chez soi, qu'on se retrouve seul, ce n'est pas toujours si simple à vivre. Il y a des côtés très positifs d'être seul parce qu'on peut facilement organiser son temps, ses rencontres, inviter les personnes. Et en même temps, bon, il y a ce manque-là. Voilà, c'est pour donner peut-être du temps à d'autres. Un changement radical, hein, on l'a vu dans ce reportage. Alors là, il ne faut pas se tromper. Jean-Luc Depève, lui, a changé à l'âge de 33 ans et il est devenu prêtre à 37 ans. Alors il a eu un déclic, c'est ce qu'il dit, lors d'un voyage. Ça se passe comme ça avec vos clients ? Ça peut se passer effectivement de cette manière. C'est vraiment un déclic tout le temps ? Alors, un déclic ou un appel, je ne dis pas un appel par rapport au sacerdoce, oui. mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il y a un lien avec les valeurs et les talents. Dans le témoignage que nous venons de voir, c'est bien cela. Tous les témoignages qui ont été perçus marquent bien la continuité des talents de Jean-Luc entre l'enseignement et son sacerdoce. Il y a vraiment une notion de transmission, il le dit lui-même d'ailleurs. C'est vraiment une continuité qui l'appelle à continuer à transmettre et à vivre, et même sur son, enfin je ne veux pas choquer, mais sur son travail de prêtre aujourd'hui, il est encore sur scène et il aime le théâtre. Il y a une réflexion de Magali de Charleville qui dit « Ils sont courageux d'oser franchir le cap pour changer de vie ». Elle parle de vous aussi, hein, oui, évidemment. Elle parle de vous. Oui, il faut oser, c'est toujours... je crois que c'est ça, c'est oser. Oser, absolument, c'est-à-dire... Peur du risque. Ah, la peur du risque. Alors, évidemment, quand on parle du risque, il y a toujours cette crainte parce que le risque, aujourd'hui particulièrement, on assimile le risque à la notion d'échec. Hein, vous allez prendre un risque. Attention, vous allez prendre un risque. On pense tout de suite à cette notion d'échec. Or, n'oublions pas, et je m'adresse aux téléspectateurs, que tous ceux qui ont réussi quelque chose ont forcément pris un risque. C'est quelque chose d'assez important. Mais ça ne se voyait pas avant. Nos parents et nos grands-parents avaient un métier jusqu'au bout de leur vie. Maintenant, alors c'est dû aussi malheureusement à ces licenciements, donc souvent on se dirige vers une formation et puis peut-être qu'on trouve ça bon ou peut-être qu'on espère faire justement le métier qu'on voulait faire étant petit. Oui, alors enfin, vous parlez du chômage, il y a aussi un autre contexte social qui a changé. Effectivement, tous nos repères ont vraiment beaucoup évolué. Frédéric Hudson, qui est un psychologue américain, l'a beaucoup expliqué à travers les cycles, mais aujourd'hui, effectivement, l'apprentissage que nous avions et qu'on nous encourageait à avoir il y a encore 30 ou 40 ans, nous permettait d'avoir une vie vraiment linéaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un super diplôme et tous les étudiants ont 5 à 6 métiers à avoir. Vous apparteniez à une communauté sociale, communauté familiale, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus seul et seul à devoir agir, interagir avec soi-même pour pouvoir décider toujours seul, même s'il y a des communautés sociales sur Facebook, etc. Ouais. Et puis il y a le ras-le-bol aussi de la routine, de temps en temps on a envie de changer complètement. Alors ça, voilà. C'est encore autre chose. C'est effectivement la notion de rêve qui est beaucoup plus difficile à entrevoir et à vivre. Et pourtant, le rêve, c'est vraiment la notion de l'œuvre que nous avons à accomplir qui nous permet d'agir. Alors justement, Denis Spitz, vous, c'est le rêve d'un gamin. Justement, vous aimiez la cuisine depuis tout petit ? Oui, depuis tout petit. Mais vous n'en avez pas fait votre métier tout de suite. Vous avez commencé à travailler dans le transport. Oui, parce que pour faire comme papa. Ah, pour faire comme papa. Ah. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. C'est pas forcément un choix déterminé, un choix raisonné de carrière à un moment X qui nous oriente vers le métier que l'on souhaite en réalité. C'est plus tard que les choses se font. Alors comment ça s'est passé pour vous justement ? Ce déclic, il y a eu un déclic ? Oui et non. Le déclic est multifactoriel, j'ai envie de dire. Mais oui, à un moment donné, il y a quand même le déclic qui dit « Ah ben, je vais aller vers un métier plaisir. Je vais aller me faire plaisir quotidiennement, quelque part, en travaillant. » Voilà. Alors, en travaillant, vous même faire si plaisir. C'est relatif. Voilà. Dans le transport, donc, vous travaillez, mais c'était pas vraiment un plaisir énorme ? Si, c'est un métier que j'aimais. Bon, mais c'était pas celui
celui que j'aimais le plus. Alors, vous avez décidé, c'est à 45 ans, c'est ça? Oui, vous avez à décidé. 45 ans, oui. Alors, oui. vous me disiez, hors antenne, à 45 ans, parce que justement, on commence à devenir... 45 ans, c'est encore jeune. Oui, d'accord, c'est à la fois encore jeune et puis assez vieux, parce qu'à partir de 40 ans, beaucoup d'entreprises considèrent qu'on est vieux. Voilà. Donc, vous avez décidé de créer votre entreprise. Voilà, à ce moment-là. Et donc voilà. de devenir chef cuisinier à domicile. C'est original en plus. Oui, c'est-à-dire que, expliquez-nous ce que vous faites. Eh bien, en fait, je pratique de la cuisine à domicile. D'ailleurs, pas que de la cuisine, je fais aussi des cours de cuisine à domicile. Mais Denis, chef à domicile, en fait, se déplace au domicile des personnes, des particuliers comme des entreprises, pour réaliser des repas gastronomiques. Donc on ne fait plus rien chez nous. C'est-à-dire que si on reçoit des amis, vous venez et puis vous préparez le repas. Vous nous servez aussi, vous faites de la vaisselle? Quelque temps, la cuisine ne vous appartient plus. Est-ce que vous faites de la vaisselle? Ah ben, en tout cas, je fais la vaisselle que j'utilise pour la préparation de mes plats. Ça, sans aucun doute. Mais la vaisselle, après, quand on a fini de manger, vous la faites pas? Ça dépend. Il y a plusieurs notions. Donc bon, là, mettez il y a une des option. Faut rajouter. Ce qui est sûr, c'est que quand je repars, la cuisine est impeccable. Est impeccable. Bon, ça, c'est très bien. Alors, on a découvert justement un instituteur qui est devenu prêtre. On va retrouver tout de suite Pierre-Guillaume Créniou, qui est un des journalistes de cette émission, qui n'a pas changé de métier, mais qui est en compagnie d'Emmanuel Vautin, qui lui a décidé de changer carrément de métier. Regardez. Mais il est bon ce café, Emmanuel. Vous y connaissez en café, non? C'est normal, j'ai travaillé pendant 7 ans pour la distribution automatique de café. Et vous avez osé changer de vie, vous avez eu un déclic. Oui, tout à fait. Le déclic, je l'ai eu lorsque l'État a mis en place le congé parental pour les hommes. Et de là, je me suis dit que les mentalités avaient changé et que j'aurais plus de place pour moi pour travailler avec la petite enfance. Parce que c'est ce que vous faites maintenant? C'est ce que je fais, exactement. Je suis assistant maternel et donc je garde les enfants à domicile. Et ça a été compliqué de s'imposer dans ce milieu-là qui est assez féminin? C'est assez compliqué parce que bon, la femme étant toujours à la maison à garder les enfants, c'est ce que les hommes se disent, hein, ça fait des décennies que c'est comme ça. Et maintenant, pour se faire une place chez les femmes, justement, c'est très difficile. Après, il faut justement faire valoir ses connaissances. Mais c'est possible parce que vous avez gardé plusieurs enfants là? Pour le moment, j'ai eu jusqu'à 7 enfants là, en garde. Depuis que je suis assistant maternel. Et finalement, changer de vie, vous avez réalisé un vieux rêve, non? C'est un vieux rêve d'enfance, oui, bien sûr, parce que j'ai été dans les centres aérés, j'ai animé des centres aérés lorsque j'avais 16, 17, même 18 ans. Donc ça remonte dans à la fin des années 80, et donc c'est un vieux rêve. Et je crois que les enfants vous ont trouvé un surnom? Alors le surnom, c'est Monsieur Nounou. Ça vous va bien? J'adore. Merci beaucoup Pierre-Guillaume. Alors là, c'est aussi un changement radical parce que c'est un homme qui devient assistant justement nounou en fin de compte. C'est plutôt rare. Oui, bien sûr. Mais je me permets de noter qu'une fois de plus, on a une personne qui a vraiment tracé sa route parce qu'elle avait une perspective bien précise, un rêve d'enfance, une fois de plus. Ouais. Et par rapport à ce rêve, elle a une destination claire pour laquelle elle donne des moyens et elle sait d'où elle part. On a les 3 composantes du chemin de coaching. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous ne dissuadez pas. Pratiquement jamais. Mais par exemple, des personnes qui ont de bonnes situations, qui arrivent, qui vous disent, voilà, moi j'ai envie d'être clown dans un cirque ou j'ai envie d'aller élever des chèvres. Financièrement, ça sera peut-être pas terrible pour eux. Vous les conseillez quand même d'arrêter carrément le poste Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il n'appartient pas au coach de prendre une décision à la place d'eux. Par rapport à cet exemple que vous donnez qui est tout à fait intéressant, d'autant que l'esprit du clown, ça m'est arrivé. Une personne qui voulait changer de boulot et par rapport à des idées farfelues qui lui sont revenues, l'image du clown lui est apparue. Eh bien, nous avons travaillé sur les enjeux. Quels étaient les enjeux négatifs en cas d'échec et positifs en cas de réussite? Eh bien, elle a finalement pris l'option de s'engager dans le travail de clown tout en continuant un petit peu son travail. Il s'agit vraiment de renvoyer la personne à sa propre responsabilité et à son propre chemin. On est compagnon de route pendant le temps du travail de coaching. Alors, il faut être compétent aussi, faut connaître. Par exemple, moi, si je vous dis je veux devenir agricultrice et que je ne connais rien à l'agriculture, vous allez me dire, ou alors il faut apprendre.
voilà, il va falloir se former. Et bien tout mais c'est possible quand même. Bien sûr que c'est possible. Et tout ce travail, évidemment, se fait, une fois de plus, ce n'est pas le coach qui va former au métier d'agriculteur, mais je vais vous demander de travailler sur un plan d'action qui va vous permettre de savoir quel est le métier d'agriculteur, en quoi sont vos responsabilités, quelles sont les compétences que vous devez avoir, et on en parlera. Et on reviendra sur les enjeux et sur ce fameux plan d'action. Alors, je vous propose tout de suite, tous les deux, de retrouver notre journaliste, Pierre-Guillaume Créniou, qui a gardé son métier, qui n'a pas changé, qui est allé poser justement quelques questions aux Champardonnais sur un possible changement de vie. Toi, Sam, si tu devais changer de vie, tu ferais quoi? Je ferais journaliste. Tu voudrais prendre ma place? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Qu'on échange? Ouais, on peut essayer, ouais. D'accord, on échange les questions et puis tu... Moi, je prends le casque, ouais. Mais je vais T'as pas peur que je le... Non, ça va, parce que après je... Pardon, ouais, voilà. Je t'entends bien. Ouais, c'est normal, c'est ça. Bonjour madame. Bonjour. Si je change de vie, je serai chanteur. J'arrête une usine, je me mets patron. De quel style? Johnny Hallyday. Peut-être prendre du bon temps, partir un peu au soleil, parce que ici c'est pas vraiment la bonne région pour le soleil. Que Johnny Hallyday, c'est un chanteur que j'aime. Boulangère. Pourquoi boulangère? Parce que j'aime bien. T'aimes bien le pain et le pain au chocolat? Oui. Mais tu t'en ferais pour manger pour toi? Oui. Et toi, tu veux faire quoi? Boulanger. Ah, vous allez ouvrir une affaire ensemble? Oui. Et si vous voulez, Johnny Hallyday, que le jour qui partira, je serai en deuil 15 jours. Je crois que je visiterai énormément de villes. Un peu une sorte de globe-trotter. Vous, si vous deviez changer de vie, vous deviendriez Johnny Hallyday. Oui, donc on l'a compris, ce monsieur veut se transformer en Johnny Hallyday. Alors ça c'est une autre émission, on pourra en reparler, mais Jean Lefebvre, ça c'est différent le cas de ce monsieur justement. C'est en fin de compte se transformer en son idole et puis prendre la vie de son idole. Oui, alors ceci dit, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, je considère qu'il est déjà Johnny Hallyday. C'est-à-dire, je ne sais pas effectivement s'il veut en vivre dans son projet de vie, mais on le voit déjà dans son identité, presque dans sa voix, dans son chant, dans son chant de parole. Il incarne déjà la personnalité de Johnny Hallyday, son rêve est déjà là. Oui, Pierre Guillaume aurait pu le faire chanter peut-être. Tout à fait, certainement. En revanche, les autres personnes qui ont parlé de voyager, de visiter, etc., elles ont toutes parlé au conditionnel. Oui, mais ça c'est des... Voilà, elles ont employé des peut-être. Ouais, on a Françoise de Reims qui nous dit à 63 ans, j'ai décidé de faire le tour du monde avec mon époux. Nous partirons cet été, première étape, l'Asie. Oh la chanceuse. Donc voilà, ça c'est le rêve de beaucoup de personnes. Cette personne n'a pas besoin de coach, elle est dans l'action déjà. Elle a déjà prévu. Les personnes qui ont parlé tout à l'heure ont parlé de peut-être et de conditionnel, et là il faut les faire agir. Est-ce que l'entourage est très important? Vous avez été aidé par votre entourage? On vous a dit oui, enfin voilà, on vous a conseillé? Oui, enfin une petite frange de mon entourage en réalité, parce que autour de soi, il y a quand même, quand on fait basculer sa vie à 45 ans, il y a quand même pas mal de gens qui vous regardent d'un drôle d'œil, qui disent qu'est-ce que c'est que ce coup de folie d'un mec de 45 ans en réalité. Et donc il faut oser encore un peu plus pour y aller. Mais j'avais quand même mes enfants qui me soutenaient. Donc ils vont soutenir, et ça c'est important, je crois, l'entourage. L'entourage, oui, et pour reprendre ce que dit Denis, c'est ce qu'on appelle les saboteurs, entre guillemets. Et il faut effectivement faire face aux saboteurs, pouvoir leur répondre et assumer effectivement pour pouvoir s'aimer soi-même, pour pouvoir agir. Le problème de l'âge aussi, on en parlait avec Denis, vous le voyez ça avec les personnes qui viennent vous rencontrer? Se dire là peut-être qu'il faut que je change à partir de 40, 45 ans? Alors il y a toujours ce syndrome effectivement de la quarantaine, et effectivement on peut changer. Moi personnellement je reçois un public entre 25 et 50 ans, mais c'est pas forcément par rapport à l'âge que le problème de l'hésitation se pose, c'est surtout par rapport au risque encouru et par rapport à l'objectif dessiné. Voilà, donc il faut aller jusqu'au bout, il faut vraiment tenter quand on a une idée. Vous savez, à l'inverse, si on ne tente pas, on a toujours le risque et l'amertume de ne pas l'avoir fait. Bien sûr. Alors, le mot de la fin, il nous reste, à peine, non, il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Le mot de la fin, vous conseillez tes spectateurs, il faut y aller? Écoutez, en tout cas, si vous avez un rêve, déjà, entretenez-le et allez-y, agissez. Agir pour réussir. Denis? Oui, il faut effectivement oser, je dirais, oser, même s'il n'est pas dit que le métier qu'on a fait au départ est forcément le mauvais. Non, voilà, vous avez pu aussi vous éclater pendant 10 ans, et puis voilà, maintenant, vous réalisez le rêve de votre enfance, et puis ajoutez... Moi, j'y suis, j'y reste. Hein. Bon, vous y restez, mais ajoutez la petite option vaisselle après le repas. C'est sympathique, quand même. J'ai des maîtres d'hôtel qui le font. Ah bon, d'accord. Bon, merci en tous les cas à vous deux d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions. On va prendre tout de suite connaissance
l'essence de l'actualité régionale et le flash est présenté par Colombine Denis.